vous dire, si vous voulez, bon, pour présenter un peu mon livre, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais militante, très militante à l'époque, parisienne, et syndicaliste. On bagarrait beaucoup sur des luttes immigrées. On a été très en pointe à l'époque sur la bagarre à Paris des nettoyeurs du métro, qui à l'époque a été une grève importante où on posait les problèmes de la sous-traitance. Où on avait obtenu, c'est juste comme ça en passant, j'en profite pour glisser mes souvenirs, mais on avait obtenu quelque chose d'extrêmement important, c'est que les contrats de sous-traitance, c'est-à-dire que les sous-traitants faisaient avec leurs ouvriers, étaient faits avec la signature et l'accord de la RATP. On était arrivé à mettre le patron RATP dans la boucle de la sous-traitance, avec l'idée évidemment d'arriver à terme à réduire ou supprimer cette sous-traitance. Bon, ça on n'y est pas arrivé, mais il s'est passé aussi, comme tout le monde le sait, un virage relativement important à partir de 1981, où les luttes sociales ont progressivement perdu leur influence créatrice et d'entraînement, disons. Et on avait aussi on s'est beaucoup battu sur la question de la confection dans le Sentier, où il y avait 11 000 travailleurs immigrés, dont au bout de 6 mois de combat, on était arrivé à la régularisation de l'ensemble de la branche. Donc là, on avait marqué un point vraiment important. Bien, donc vous voyez, ces types de luttes m'intéressaient beaucoup. Et je n'ai jamais entendu parler, pendant cette période-là, de ce qui se passait à Marseille et de ce qui se passait dans toute une série d'autres villes du sud-ouest et du sud-est, dans la mesure, si vous voulez, où il y a eu, en 3 semaines, 18 morts à Marseille, 18 personnes abattues à Marseille, et en 3-4 mois, 5 mois, 50 sur toute la France. Une crise très très importante de remontée, disons, de la haine, du racisme anti-maghrébin. Bon, donc, je suis tombée par hasard, en travaillant sur un autre roman, en travaillant sur Or Noir, un roman sur le pétrole, qui se passe à Marseille. Donc, quand je fais ça, toujours, je lis la presse sur une grande période, sur au moins 1 an, autour de la date des événements que je vais raconter. Parce que, si vous voulez, la lecture de la presse quotidienne, quand on la fait en continu, c'est très enrichissant. Le problème de la presse quotidienne, c'est qu'on la lit au jour le jour, et on oublie au fur et à mesure ce qu'on a lu avant. Et on est tout le temps à recréer le début. Et les journalistes aussi. Ça m'a beaucoup impressionné de constater à quel point, dans mon travail, de constater à quel point les journalistes utilisent peu leurs propres archives, les archives de leurs propres journaux. Comme j'ai travaillé aux archives de Libération, sur ces questions-là, les archivistes étaient absolument enthousiastes. Elles me disaient, ça nous donne un peu le sentiment de servir à quelque chose, parce que les journalistes, on ne les voit jamais. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une richesse, quand on lit en continu la presse quotidienne, considérable. Et c'est complètement par hasard que je suis tombée sur, dans le Provençal, sur la page 5, les faits divers, première ligne, un mort par balle, règlement de compte probable entre coreligionnaires. 2 jours après, un crâne fracassé près de la ligne de chemin de fer, règlement de compte possible ou bien accident, etc., etc. Pas plus, pas plus. Et c'est là, si vous voulez, qu'il y a une espèce de signal d'alarme qui s'allume, et je me dis, c'est ça être romancier. Et je me dis, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible.
C'est-à-dire, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de très important et personne n'en parle. C'est ce que j'appelle les noirs silences. Pour Racket, c'était pareil. Qu'est-ce qui m'a attiré dans l'affaire Alstom? C'est le silence du gouvernement, le silence d'Alstom. Bon, à partir du moment où ils se taisent comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et là, c'est pareil. Silence de la presse, pas d'enquête de police, pas d'enquête de justice, et les morts qui s'entassent. Donc, moi, je vais aller y voir. Et quand j'ai fini sur le pétrole, j'ai commencé à voir ce qui se passait du côté des crimes racistes. Et c'est comme ça que vous voyez, c'est le hasard et la nécessité. C'est le hasard et ce sentiment qu'il se passe quelque chose. Ce sentiment qu'il se passe quelque chose et que moi, j'ai envie de comprendre quoi. Tout d'un coup, je me dis, mais ça, c'est quand même très, très important. On est dans une région extrêmement marquée par l'OAS et marquée par l'arrivée des colons, des pieds noirs. On est très peu de temps après l'amnistie totale de l'OAS. Tout le monde est sorti en 68. Contre les gauchistes, hein, l'idée était très claire. Récupérons quelques gros bras contre les gauchistes. Bon, donc on ouvre les prisons et surtout, avec une amnistie totale, on permet à tous les réfugiés, en particulier en Espagne, de revenir en France. Donc on est dans un moment où il y a des raisons importantes de conflit. Et il se passe ça. Donc il faut absolument arriver à débrouiller l'affaire et à savoir pourquoi, comment, et pourquoi ce silence, ça on le devine. Mais quelle est l'ampleur de ce silence? Et si vous lisez le livre, vous allez voir, l'ampleur, elle est fantastique. Elle est fantastique. C'est-à-dire que, acculé à s'exprimer, le président de la République dira, Pompidou, dira, en France, il n'y a pas de texte officiel, hein, communiqué officiel. En France, il n'y a pas de racisme. Donc, il n'y a pas de crime raciste. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça remonte jusqu'au sommet de l'État. Alors, on était loin des histoires Zemmour. Mais moi, j'ai un sentiment, depuis très longtemps, si vous voulez, j'ai le sentiment que la guerre d'Algérie n'a jamais été purgée en France. Jamais. Et que l'absence de connaissances historiques, l'absence de mémoire appuyée sur l'histoire autour de la guerre d'Algérie, c'est un espèce d'énorme trou noir qui pèse sur notre société. Moi, ce qui m'intéresse dans les histoires coloniales, c'est pas, je ne me bats pas pour les autres, pour les coloniser, contrairement à tout ce que nous raconte et tout ce que nous... Bon, moi, je me bats pour moi. Je me bats pour mon pays qui a colonisé, et la colonisation, c'est quelque chose qui a marqué aussi profondément la société française que la société algérienne. On ne se rend pas compte parce qu'on vit dedans. Et donc on ne prend pas le recul. Mais la constitution que nous avons, qui n'est pas une constitution démocratique, elle vient de la guerre d'Algérie, clairement. Les rapports qui existent, très complexes, entre le grand banditisme et le grand capitalisme, la circulation de l'argent noir, de la drogue, l'évasion fiscale, la création des paradis fiscaux, les alliances de fric qui se font à l'intérieur des paradis fiscaux, dans des terres où la loi n'existe pas. Les paradis fiscaux, ils ont été créés, on les a inventés, il y a un but à ça. Le but, c'est effectivement de permettre l'utilisation par l'économie réelle des masses d'argent noir de la grande criminalité. C'est ça l'objectif des paradis fiscaux.
C'est pas un petit objectif, c'est un énorme objectif qui peu à peu réduit à la portion congrue les États et fait des masses d'argent libres et sans contrôle de plus en plus importants. Et où va le pouvoir, à votre avis? Va l'argent. Donc le rôle des paradis fiscaux n'est pas du tout un rôle secondaire, c'est un rôle politiquement extrêmement important. Et l'union très profonde a commencé après la guerre de 40 et autour de beaucoup de questions qui étaient des questions coloniales et de gestion des colonies. Et ensuite, évidemment, ça a pris beaucoup plus d'ampleur et ça a échappé à la colonisation, mais c'est le fruit de l'histoire coloniale. La France est un pays où l'alliance est très poussée parce que nous sommes un pays colonial. Les États-Unis, l'alliance est aussi extrêmement poussée, mais pour d'autres raisons. Leur domination de l'Amérique du Sud n'est pas de même nature, mais elle fait aussi appel à l'armée et aux trafiquants, complètement. Si vous voulez, l'idée de fond, c'est que la colonisation produit le colonisé et le colonisateur. La France des droits de l'homme, c'est une rigolade. Et les valeurs républicaines, j'attends qu'on me les donne, qu'on me les énumère. J'attends le pied ferme. Des politiques de la 4e République, c'est ce qu'il faut quand même aussi dire et savoir, c'est que les partis républicains, partis radicaux en tête, étaient profondément coloniaux. C'est qu'il y avait peut-être autre chose à faire, une autre politique possible. Et qu'au Maroc, il y avait peut-être la possibilité de s'appuyer sur des groupes qui n'étaient pas aussi ancrés dans la démarche coloniale classique qu'en Algérie. Parce qu'en Algérie, la pointe extrême de la pensée pas ambiguë, totalement ambiguë, c'est Camus quand même. Ça va pas bien loin. Hein. La France des Lumières a été une France extrêmement connue dans toute l'Europe, qui a rayonné dans toute l'Europe sur la puissance des philosophes, la philosophie et la Révolution française. Et on a eu une aura absolument fantastique et une influence effectivement extrêmement importante. Il y a un deuxième moment où on a eu une influence extrêmement importante. C'est la fin du 19e et c'est la deuxième moitié du 20e. La fin du 19e, nous sommes les théoriciens de l'antisémitisme. C'est chez nous que l'antisémitisme a été théorisé et c'est à travers les théoriciens français de l'antisémitisme qu'on a fait des petits dans le reste de l'Europe. Et le deuxième moment qui m'a bouleversé, mais véritablement, c'est que sur l'expérience indo-chinoise, les soldats français, les cadres militaires français, Lacheroy, Trinquier, ont écrit des livres sur la guerre révolutionnaire qu'ils ont mis en application en Algérie. Et ces livres ont servi à la formation de l'ensemble des dictateurs sud-américains. Et ces livres et leurs auteurs, tous les colonels mouillés jusqu'au coude dans les massacres en Algérie, se reconvertissent en Amérique du Sud, avec la bénédiction de l'État français qui, à l'époque, c'est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Un type comme Osarès est lieutenant-colonel à la fin de la guerre d'Algérie. Il passe en Amérique du Sud, il devient colonel, il travaille avec Videla, avec les Argentins, et il finit général, à la retraite en France, après une carrière dans l'ensemble, dans lequel tous ces hommes ont eu une influence énorme sur les dictatures
sud-américaine des années 80, 70-80. Et ça, c'est effrayant. La France rayonne à travers ces tortionnaires. La doctrine française, c'est important aussi aux États-Unis. Ils travaillent beaucoup avec les Américains. Voilà, c'est ça la colonisation. L'aura française aujourd'hui, c'est les tortionnaires. C'est-à-dire, ce qu'ils ont inventé, c'est la torture comme arme de guerre. La torture était pratiquée. Elle a toujours été pratiquée, probablement. Mais c'était une démarche plus policière que militaire. Et ils en ont fait l'arme la plus efficace de l'armée. C'est la guerre dans le peuple, contre son peuple. Et voilà, c'est donc le rayonnement de la France dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la torture. C'est dur à vivre. Je veux dire, c'est dur à vivre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'a empêché de dormir pendant tout un temps. Récupérer les ordres de mission, lire les ordres de mission de tous ces gens, couverts par le pouvoir. En Argentine, 30 000 disparitions. Et les techniques militaires étaient reprises aussi des Français. C'est nos Français qui sont allés apprendre aux Argentins à lâcher les types depuis les avions avec du ciment au pied. La doctrine française, c'était un torturé doit être exécuté. Et c'est Bijard qui a inventé ce qui était appelé en Algérie les crevettes Bijard, c'est-à-dire les gens qu'on jetait dans la Méditerranée, ce que les Argentins ont repris à grande échelle et jetaient dans l'océan. C'est en continuant après le roman que je suis tombée sur ces trucs-là. Ça se fait sous l'aile de l'Église catholique. Alors, pas dans sa totalité, encore que, mais il y a une organisation qui s'appelle la Cité catholique, qui est une organisation de laïcs, organisée en cellules sur le mode du PC, et avec une hiérarchie sur le mode du PC, vraiment. Ça, c'est aussi un trait, si vous voulez, c'est que autant l'anticommunisme était violent et virulent sur l'idéologie, autant l'admiration de ces types pour l'organisation communiste était grande. Donc la Cité catholique est organisée un peu de la même façon, et l'objectif, c'est d'organiser des couches réputées vitales pour le fonctionnement de la société. Ils n'ont pas d'ambition d'organisation de masse. Ils ciblent un certain nombre de métiers. L'armée, c'est le premier. La police, les enseignants, les avocats, qui travaillent sur l'idéologie et qui produit une revue qui s'appelle Verbe, qui en gros a comme fonction de donner la bénédiction de Dieu aux méthodes de guerre qu'inventent les théoriciens de la torture. La torture est légalisée du point de vue de Dieu. Alors il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est la lutte de la croix contre le croissant. Ça, c'est ce qu'on trouve au Maroc, par exemple. Dans l'armée française au Maroc, et l'autre qui est celle qui va triompher et l'emporter complètement, qui est la lutte contre l'idéologie communiste. Ce qui les amène par exemple à analyser le FLN en termes d'organisation communiste. Bon, ce qui est absolument faux, qui n'a jamais été... Ils n'ont jamais pensé le nationalisme. Jamais. Le nationalisme des autres pays. Jamais. Donc, le péril, on est en période de guerre froide, le péril, c'est le communisme. Donc, ces mouvements sont des mouvements manipulés par les communistes. Ils sont profondément racistes. À partir du moment où ils sont profondément racistes, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer dans les colonies. Pourquoi ils sont accrochés à la thèse de la manipulation communiste?
parce qu'ils pensent que les Marocains et les Algériens ne sont pas assez intelligents pour faire ça eux-mêmes. Donc forcément, il y a des gens derrière, et les gens pour lesquels ils ont de l'admiration, qui sont les communistes. De l'admiration et de la haine, et qui sont les communistes. La dialectique de l'Inquisition au XXe siècle, ça fait froid dans le dos quand même. Bon, ils sont très minoritaires, mais ils sont reçus par le Vatican, ils ne sont pas excommuniés, ils sont reçus par le Vatican, ils sont sur les marges du catholicisme, mais ils ne sont pas dehors, et ils vont avoir un rôle très 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 important pour pacifier la conscience des soldats. Une organisation à vocation internationale qui va perdre beaucoup de sa puissance avec la victoire des luttes de décolonisation, évidemment, et avec affaiblissement, on va dire, des dictatures en Amérique du Sud. Après l'amnistie de tous les responsables de l'OAS en 68, Mitterrand a rétabli en 81 ou 82 la totalité des carrières des militaires. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu de perte de fric, ils n'ont pas eu de perte de grade, ils n'ont pas eu de perte de rien. En Argentine, les Argentins, les généraux argentins se sont servis de l'exemple de l'amnistie française pour obtenir leur propre amnistie. C'est-à-dire que les généraux argentins finissent leur vie tranquille en Argentine. Et ça crée dans la population argentine des haines et bon, très dures. Très durs. Ils ont été amnistiés sur le modèle français. Quelque chose qui m'a assez époustouflé, on va dire, c'est que dans le roman national, quand même, ce qu'on raconte, c'est que la police française a été très changée après la Résistance par l'introduction dans la police des anciens résistants qui avaient un certain nombre de convictions franchement républicaines, socialisantes, etc. Et il y en a eu. Il y a eu aussi pas mal d'engagés dans l'armée. Mais là où la police a complètement changé, c'est justement dans les années de la colonisation. Et là, ce qui s'est passé, qu'on a moins bien vu, mais ce qui s'est passé de façon très importante, c'est les rotations au niveau des fonctionnaires et au niveau des policiers. C'est-à-dire des rotations entre ceux qui étaient nommés dans les colonies et ceux qui passaient en France. Ça tournait. Un type comme Papon a été préfet, a été secrétaire général de préfecture à Constantine pendant la guerre d'Algérie, préfet à Alger pendant la bataille d'Alger, puis en 1958, préfet de Paris. Un autre préfet, Bolotte, a été préfet en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, puis préfet en 1993. Et les bacs, l'organisation, c'est lui qui a organisé les bacs. Bolotte est le créateur, le préfet Bolotte est le créateur des bacs. Le modèle des bacs, c'est le modèle des brigades spéciales coloniales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé, nous, dans nos réactions. C'est la colonisation, ça a duré longtemps. Entre 1945 et 1961, on a presque 20 ans où notre administration, des postes à responsabilité, notre police, notre armée, se forment dans la guerre coloniale et transmettent en France, rapportent en France, l'idéologie, les modes d'action et le racisme colonial. Et on se retrouve en 1973 à Marseille, en plein là-dedans. En plein là-dedans. Bon, et moi, j'ai rien inventé. Alors,
comment je fais mes romans? Parce que là, maintenant, je ne vous ai pas parlé de mes romans, je vous ai parlé de mes recherches pour faire mes romans. Mais comment je fais mes romans, si vous voulez? À partir du moment où j'ai des faits précis, si vous voulez, toujours, j'essaye de faire un roman pour comprendre quelque chose. Je suis attirée, mon attention est attirée par un fait quelconque. Je ne cherche pas trop à justifier cet intérêt. Je l'entoure de soins, je l'aime bien et tout, mais j'essaye pas de me dire mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Bon, en gros, ce qui m'attire, c'est les choses importantes, mal expliquées et qui sont passées sous silence. Ce que j'appelle le noir silence. Quand il y a du silence, c'est qu'il y a des choses à dire, à écrire, à raconter. Bon. Donc c'est ce silence autour d'événements importants qui m'attire. Vous voyez bien que sur les ratonnades de 73, on est en plein dans l'affaire. On est vraiment en plein. Les ratonnades de 73, dans la presse, c'est incroyable le silence. Donc, je m'intéresse. Premier travail, essayer de creuser, de chercher des sources. Je ne travaille jamais de façon complotiste. Je travaille toujours sur des sources stables, publiées. Bon. Qu'est-ce que je trouve sur 73, sur les ratonnades à Marseille? Je vais trouver les premières publications, c'est le livre noir du racisme, qui est des années... Et l'intérêt aussi, si vous voulez, c'est que j'arrive très tard, moi. J'arrive longtemps après, donc je trouve beaucoup de choses que les gens sur le coup n'avaient pas. Le livre, il doit dater de la fin des années 70. Le dossier noir, c'est un certain nombre de journalistes qui se sont mis ensemble pour raconter. Et là, je trouve le nom de l'avocat, de la victime qui est dans le roman. Le seul qui ait eu un avocat. Le seul cas où il y a eu un avocat. Et je trouve le nom d'un journaliste qui travaillait à la Marseillaise à l'époque. Évidemment, je vais les voir. Ils vivent encore. Donc je vais les voir. Et là, c'est aussi une source, si vous voulez, extrêmement importante. Et petit à petit, je ramasse toute une série d'éléments, je trouve, dispersés, des articles dans le Monde, dispersés et très très prudents, des articles dans le Monde. Je trouve par contre un long récit sur l'assassinat du cheminot, du traminot. Je trouve les premiers récits sur la ratonnade de Grasse, où là il y a eu quelques récits, il y a eu quelques réactions. C'est une ratonnade qui a eu lieu en juin dans la ville de Grasse, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu une cinquantaine de blessés. Et c'est très intéressant parce que ça explose comme ça. Et du coup, la ratonnade de Grasse me donne la mesure qui est à l'origine de l'ensemble de cette vague terrible. C'est la fameuse circulaire Marcellin Fontanet, qui crée, qui invente la notion de travailleur clandestin, qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait beaucoup plus de facilité de circulation entre les pays. Et puis, une fois qu'on était en France, il fallait trouver un contrat de travail. Et puis, quand au bout de 7-8 ans, on avait travaillé en France, on se débrouillait pour avoir une carte de séjour tout à fait en ordre. Les choses se faisaient comme ça, par contact, par connaissance, par habitude, par fréquentation. Bon. Et ce qu'on disait, nous, ce qu'on disait quand on s'est battu sur le sentier, si vous voulez, cette énorme machine économique du sentier, qui était donc la confection parisienne, c'était une énorme machine à créer des Français. Parce que toutes les émigrations depuis l'entre-deux-guerres qui arrivent dans le sentier, les gens se mettent à bosser,
et puis s'intègrent, deviennent patrons, et puis changent de métier. Bon, il y a eu les Juifs d'Europe de l'Est, qui sont arrivés dès le début des années 30, et qui ont été très importants dans le Sentier. C'était des gens qui, dans leur métier, travaillaient déjà dans la confection. Après eux, il y a eu les Arméniens. Après eux ou en même temps. Une énorme immigration arménienne dans le Sentier. Ça a fini par faire des Français. Et puis, il y a eu les Yougoslaves. Et puis, il y a eu les Turcs. Nous, on est arrivés au moment des Turcs. Et maintenant, il y a les Chinois. Et les Chinois, ça, vous allez voir, ça devient... ils vont même bouffer, à mon avis, ils vont bouffer les pieds noirs du Sentier. Le Sentier était trop petit pour eux. Ils ont acheté Aubervilliers, c'est ça. Et ils ont créé à Aubervilliers le plus grand centre européen de commerce Europe-Chine. Et une des choses qui sont d'une force incroyable, c'est l'importance de la solidarité entre eux. C'est extraordinaire. Ils ne passent jamais par le système bancaire officiel. Jamais. Ça se passe entre eux, un système de prêt, et il n'y a jamais de faille, ou au moins, nous ne les connaissons jamais. Tout ça fait, comme dit la chanson de Chevalier, tout ça fait des très bons Français. Claire Marcelin-Fontanet pose le problème de façon tout à fait différente. Elle dit, pour travailler et résider en France, il faut une carte de séjour et une carte de travail. Donc 2 papiers officiels. Pour avoir carte de séjour et carte de travail, les immigrés doivent avoir un contrat de travail et un logement décent. Et du jour au lendemain, 86% des immigrés présents sur le sol français sont devenus des clandestins. Logement décent, ils vivaient dans des taudis assez épouvantables, y compris les foyers, c'était des taudis. Contrat de travail, c'est évident. Alors bon, dans la bagarre qu'on a menée, on s'est battu sur une chose qui me paraît extrêmement importante. Ce qu'il faut réprimer, c'est pas le travailleur clandestin, c'est l'existence du travail clandestin. Le travail clandestin a sa raison d'être. Le travail clandestin, c'est une démarche patronale très claire, très simple, qui est les gens qui sont travailleurs clandestins sont hors du code du travail. Ce qui intéresse les patrons, c'est ça. Ils sont hors code de travail. Ils ne sont pas hostiles à la citoyenneté ou quoi que ce soit. L'important, c'est que ce ne soit pas le code du travail qui soit appliqué. Voilà. C'est ça la raison d'être du travail clandestin. D'où le début de toute une série de grèves de la faim pour obtenir des papiers et la campagne que lancent les fascistes et en particulier Ordre Nouveau. Alors c'est la création aussi du Front National, 73, mais surtout Ordre Nouveau lance une campagne avec énormément de moyens d'affiches, etc., sur le thème « Halte à l'immigration sauvage ». Ce qui est la reprise, avec le terme de sauvage, qui n'est pas neutre évidemment, mais ce qui est la reprise de la circulaire, enfin de l'énorme champ que couvrait la circulaire Fontanet-Marcelin. Et la flambée, si vous voulez, la flambée marseillaise se comprend dans ce contexte. Et ce contexte est très, très bien analysé à travers ce qui se passe à Grasse, que je retrouvais alors tel que dans la presse locale. Parce que à ce moment-là, si vous voulez, il n'y avait pas d'assassinat, il n'y avait pas de type abattu dans la rue, etc. Donc, il y a eu un compte-rendu de ce qui s'était passé et de la raison pour laquelle il y a eu une ratonnade énorme, beaucoup plus développée que dans les assassinats marseillais.
Donc, mon travail, c'est d'établir un certain nombre de faits. La grève a commencé, les frères et de l'Adjounès travaillaient à la Ciotat. Et surtout, il y avait eu plusieurs fois des petits attentats contre les travailleurs algériens du chantier de la Ciotat. Il y avait un contexte d'existence du MTA. Le MTA ne s'est pas créé au moment des ratonnades de Marseille, il existait déjà avant. À l'origine de la création du MTA, c'était les comités Palestine. Et ces comités Palestine s'étaient dit, en plus c'était vraiment dans l'air du temps, faut aussi s'intéresser aux travailleurs ouvriers. Bon. Donc les comités Palestine avaient commencé à évoluer et avaient créé une des choses qu'ils avaient créées, c'était le MTA, qui ne représentait pas la totalité des comités Palestine, mais qui était impliqué dans les luttes ouvrières. Bon. Et autour de la circulaire Fontanet-Marcellin, il y avait déjà commencé à avoir toute une série de grèves de la faim sur la question des papiers, alors qui se caractérisait par un type très, comment dire, très marginal de lutte, c'est-à-dire les grévistes de la faim, qui étaient soutenus la plupart du temps par la CIMAD, par les églises. L'Église catholique, il y avait un soutien très important. Hein. L'archevêque de Marseille a donné un local pour les grévistes de la faim et a assuré la sécurité des grévistes de la faim pendant cette période. Bon. Mais le problème de ces grévistes de la faim, moi je l'ai rencontré aussi avec les Turcs qui à un moment avaient décidé de faire la grève de la faim, c'est qu'ils sont en grève de la faim pour leurs papiers à eux. Bon, ce qui est quand même un objectif assez limité, quoi. Ils sont 24 grévistes, 25 grévistes, 30 grévistes, etc. C'est leur papier qui est la revendication. Mais ça s'était bien répandu chez les Tunisiens en particulier. Les grèves les plus importantes, c'était les Tunisiens. Et ils ont commencé à gagner des papiers dans le début de l'année 73. Et puis il y a eu ce qui s'est passé à Grasse, la ratonnade de masse à Grasse, qui a été très marquée par le fait qu'il y a eu d'abord les CRS et que les CRS ont été reliés par l'ensemble de la population, les commerçants, etc., qui sont munis de manches à balai, de trucs et de machins, tout ce qu'ils avaient sous la main, pour taper sur les immigrés. Bon. Et là, si vous voulez, la colère montait de plus en plus. Et il y a eu la manifestation qui a été importante, ça a été pour conduire le corps de l'Adjounès à l'embarcadère pour qu'il soit rapatrié en Algérie. Et il vivait dans le quartier de la Calade. Il y a eu beaucoup de monde à cette manifestation. Et dans les entretiens qu'on a eus avec les gens qui avaient vécu ça, on a essayé de cerner un petit peu qui avait décidé la grève. Et c'est une forme de création spontanée. Donc, au cours de la marche, les gens discutaient entre eux. La marche n'a pas été perturbée par les fascistes ou par les ordres nouveaux, etc. Il y avait une règle à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais il y avait une règle à l'époque qui était la Canebière, c'est la frontière. Ce qui se passe au sud de la Canebière, c'est une chose, ce qui se passe au nord, c'en est une autre. Alors, si les immigrés ne franchissent pas la ligne de la Canebière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur coin. Mais s'ils franchissent la ligne de la Canebière, ça, on leur tombe dessus. Ce qui fait par exemple que quand il y a eu l'enterrement des victimes de l'attentat au consulat, qui était à l'hôpital de la Timone, et qu'on a ramené les corps à l'embarcadère, donc on a traversé tout le quartier interdit, et là les bagarres ont été très violentes. Mais sur cette première manifestation, qui était considérable, hein, c'est-à-dire que spontanément,
il y a eu 2000 ou 3000 personnes qui se sont regroupées à la Calade pour aller accompagner. Et là, tous les militants qui étaient là, français ou MTA, se sont mis à discuter entre eux, et l'idée de se dire, bon, là on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est des mouvements, bon, ça n'arrive pas souvent en ce moment, hein, mais à l'époque, c'était quand même, ça arrivait beaucoup. Et bon, cette espèce de sentiment qu'il était en train de se passer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier, pour manifester, pour pas laisser tout retomber. Et l'idée de la grève est apparue, mais l'idée de la grève à ce moment-là, qui était à La Ciotat, parce qu'il y avait des forces particulières à La Ciotat, et par le MTA, sous la direction du MTA, parce que ceux que l'on sentait très mobilisés, c'était les travailleurs arabes. Donc on y va, on essaye, on ne l'a jamais fait, on le fait. Ça s'est décidé comme ça. Et les affiches qui appellent à la grève sont extrêmement émouvantes, parce qu'elles sont écrites à la main. Elles sont écrites à la main. Il n'y avait pas d'imprimerie, rien. Alors, il y avait tous les systèmes de 68. La sérigraphie, mais enfin, vous voyez, c'est c'est des tout... Enfin, bon. Et la première grève, c'était donc à l'appel du MTA, mais là, dans la réunion qu'on a faite, les gens essayent de se dire qui a pris la responsabilité d'appeler à la grève. Ils essayent de trouver, et ils disent non, il n'y a pas eu quelqu'un. Ça s'est fait au cours de la manif. Et à la fin de la manif, il y a le stop, on s'arrête, et là, il y a un type qui monte sur une borne et qui dit, voilà, c'est la grève lundi, c'était un samedi après-midi, lundi c'est la grève au chantier de La Ciotat. Et c'était enfin, j'ai essayé de rendre ça dans le bouquin, c'était vraiment voilà, c'est l'esprit de 68 aussi qui était là derrière, quand même, très fort. Tous ces gosses, tous ces gars-là, c'était des 68ards. Hein. Pour ça, ça me fait marrer quand on parle d'extrême gauche aujourd'hui. Je vais vous dire, l'extrême gauche, c'est pas du tout ce qui existe aujourd'hui. Alors vraiment pas du tout. L'appel a eu lieu, et l'appel a été entendu. Alors après, tous ils se sont mobilisés comme des fous pendant le samedi et le dimanche, mais l'idée, elle est venue comme ça. Et le lundi matin, les chantiers de La Ciotat se sont arrêtés. Et là, ça a été... enfin bon, c'était vraiment extraordinaire. Arrêté par le seul arrêt des travailleurs immigrés. Ils étaient arabes. Ils étaient 1800 à La Ciotat. Et là, tout de suite, l'idée, ça a été, on ne va pas arrêter, il faut continuer. Alors, les Marseillais, enfin les types du MTA de Marseille, ont lancé le mot d'ordre de grève sur le département. C'est un mouvement qui a relativement bien marché. Il y a quelques entreprises qui ont été, grosses entreprises qui ont fermé. C'est un mouvement qui a bien marché. On a compté plus de 30 000 grévistes sur le département, ce qui est quand même un beau chiffre. Après, l'idée a été, on essaye à Paris. Et là, bon, on ne va pas se raconter d'histoire. C'était une sensibilité quand même forte dans le coin. Hein. Et là, la grève n'a pas été réelle. Mais ce qui est très spectaculaire aussi, quand on lit la presse, c'est que en fait, la presse s'est plus intéressée à la grève à Paris qu'à la grève à Marseille. Or, la grève à Marseille a été très importante, numériquement très importante, réelle. Paris, c'était essentiellement les commerçants qui ont fermé boutique, essentiellement. Le 14, c'était la première grève, c'était le 1er, la deuxième le 3 septembre, et celle de Paris le 14 septembre.
Enfin, Paris et la... Oh, on n'a pas mégoté, hein, Paris et la France entière. La communication des archives en France est une affaire très très compliquée, c'est pas facilement ouvert. Alors il y a les archives normales, et puis il y a celles qui relèvent du secret d'État, et celles qui relèvent du secret d'État ne sont communicables que si l'organisme qui les a émis en donne l'autorisation. C'est-à-dire jamais. Mais Macron a repoussé la période de 50 ans à 100 ans. Bon. Donc, pour l'instant, la situation est très bloquée. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, il y a des gens, il y a des associations et il y a des chercheurs qui se sont battus à partir des années 70 pour arriver à imposer l'idée du massacre, imposer la réalité du massacre. C'était complètement oublié, etc. Il y a eu une vraie bagarre continue avec des gens qui ont fait un travail considérable. C'est pas du tout tombé du ciel, cette histoire de reconnaissance du 17 octobre. C'est vraiment l'aboutissement d'une... le communiqué qui a été fait commence par une erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un mensonge? J'en sais rien. En parlant du décret du 5 octobre instaurant le couvre-feu pour les Algériens. Tu parles d'octobre 61, là. Oui. Il n'y a pas eu de décret, il n'y a jamais eu de décret, et il ne pouvait pas y en avoir, donc notre président a inventé un décret qui n'a jamais eu lieu, et qui était impossible dans le droit français, car les Algériens à l'époque étaient toujours français, et il était impossible de décréter qu'une catégorie de Français serait soumise à un couvre-feu, alors que les autres n'y étaient pas soumis. C'était impossible dans le droit français. Et donc il n'y a pas eu de décret, il y a eu un texte de Papon disant « Je vous recommande très très fermement de respecter le couvre-feu ». C'est tout ce qu'il y a de légal, c'est-à-dire très mince, rien du tout, sur cette histoire de couvre-feu. C'est assez étonnant qu'un texte présidentiel commette une erreur de droit pareille. Et regardez bien, l'Algérie, personne n'en parle sur la guerre. Quand la guerre est finie, il y a bien 20 ans de silence. Comme sur la collaboration, il y a eu 20 ans de silence complet. Le premier gros livre sur la collaboration, c'est le livre d'un historien américain, Paxton, et c'est le premier qui soulève le voile sur Vichy. C'est-à-dire qu'avant le bouquin de Paxton, Vichy, Pétain, c'est... on essaye l'image du glaive et du bouclier. Pétain, c'est le bouclier. De Gaulle, c'est le glaive. Mais ça fonctionne en duo. Bon. Et c'est Paxton qui impose l'idée que, pas du tout, il n'a absolument pas protégé les juifs français. Et qui dit un certain nombre de choses sur la collaboration française que les historiens français ne disaient pas. Sur l'Algérie, on se trouve maintenant un peu dans la même situation. Depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, on commence à avoir des vrais travaux d'historiens sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, la colonisation avant la guerre, etc. On a une école d'historiens qui sort quand même maintenant beaucoup de choses sur l'Algérie. Donc il y a quand même tout un mouvement dans la société qui est extrêmement perturbé par la candidature Zemmour et ce qui se passe autour. Mais il y avait quand même un mouvement dans la société autour des batailles sur le 17 octobre, autour des travaux des historiens sur l'Algérie, Branche, Raphaël Branche, je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est là. Papa, qu'as-tu fait pendant la guerre d'Algérie? Sylvie Thénard, etc. Il y a quand même maintenant Thénault, pardon. Il y a quand même plein d'historiens qui travaillent sur ces questions-là. Donc il y a bien un moment où il va falloir en tenir compte. Il y a un moment où ça sera peut-être impossible de ne pas en tenir compte. Sur le 17 octobre, si vous voulez, il ne faut quand même pas sous-estimer le travail qui a été fait. Hein. Je pense que c'est ça qui explique que Macron essaye de bouger.
je vous conseille quand même de lire le bouquin qui s'appelle « Ici, on noya les Algériens », qui est un petit livre sur le travail des Nodis, et qui est vraiment très très bien. En plus, c'est écrit presque comme un polar, c'est bien. Par la lecture des travaux des sociologues, des historiens, des économistes, par les rencontres des survivants quand il y en a, par la lecture des journaux, etc. Et une fois que j'ai les faits, à ce moment-là, ce que j'essaye de faire, c'est d'inventer des personnages. Autant mes faits sont réels et je les respecte, puisque j'essaye de les comprendre. Si je trafique les faits, c'est plus une démarche de raison, c'est plus une démarche de compréhension. Donc les faits, je les respecte. Quelquefois, je les brosse un petit peu, mais je les respecte. Et par contre, mes personnages, je les invente complètement. Et c'est à travers l'invention des personnages, si vous voulez, que j'essaye de voir quelles sont toutes les façons de vivre ces situations. Comment on les vit. Et du coup, j'essaye de me mettre dans la peau de tous ces personnages. Voilà, j'essaye, je comprends à travers eux. C'est la rencontre avec mes personnages qui me permet de comprendre petit à petit les uns les autres et comment on en arrive là. Il y a eu déjà une flambée d'assassinats en 71, liée au pétrole, là directement, clairement. On a l'habitude de relier la flambée de 73 à la conjonction entre la circulaire Fontaine-Marcellin et le début d'un freinage économique qui est la fin des 30 Glorieuses. Donc, avec des problèmes de chômage qui commencent. C'est l'habitude qu'on a d'expliquer. Moi, dans le roman, je ne reprends pas du tout, hein, parce que là-dessus, je suis incapable de vous donner une réponse. Sur Mohamed prend ta valise, alors là, je suis absolument passionnée, et je vais vous dire pourquoi. Il y a eu, autour du roman, il s'est passé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Tous les gens qui se sont reconnus dans le roman, sauf les flics, ont cherché à me joindre. Alors, ils se sont reconnus de façon complexe, parce que ce n'était pas eux. Mais par contre, les événements, c'était ce qu'ils avaient vécu directement. Je pense en particulier à la famille du jeune homme du livre, qui est exactement l'histoire de Ladjounès, que j'ai changé le nom simplement, mais lui, il est mort. C'est pas un personnage du roman, si vous voulez, c'est la toute première victime. Et c'est le seul, pourquoi je l'ai pris comme point d'appui du roman, parce que c'est le seul pour lequel il y a eu un coupable. On a trouvé le coupable. C'est le seul. Et la raison est très simple, c'est que lui, il avait une famille. Et il avait en particulier 2 frères qui ont fait des pieds et des mains pour retrouver les assassins. Et ils ont fait des démarches en 2 sens. La première, en essayant de faire parler les témoins. Il y avait beaucoup de témoins qui avaient vu passer les voitures. Et en prenant un avocat. Et l'avocat a été très chouette. Il leur a dit, oui, la voiture, on doit pouvoir la retrouver. On va essayer de retrouver la voiture. Mais si on trouve la voiture, vous ne dites pas un mot aux policiers. Et quand ils ont trouvé la voiture, ils ont mis 1 an et demi à trouver la voiture. Quand ils ont trouvé la voiture, ils sont allés voir les gendarmes. Idée géniale, idée de l'avocat, idée géniale. Le jour où les flics ont su que les gendarmes allaient être dans le coup, ils ont trouvé l'assassin, qui connaissait, paraît-il, ça c'est un bruit, mais 2 jours après l'assassinat. 2 jours après l'assassinat, ils savaient qui avait tué. Ils ont reconnu le meurtre, la façon exacte dont le type a été tué, ils ont reconnu plein de choses. Le gars, des gens du MTA m'ont téléphoné aussi, du mouvement des travailleurs arabes.
Le pasteur Berthier-Perregaux, alors ça c'est une histoire aussi absolument merveilleuse que j'ai gardée intégralement, un pasteur suisse, responsable de la CIMAD, suisse, pas français, expulsé en urgence immédiate. Le délire Marcelin. Bon, alors il m'a téléphoné aussi. Bon. Et là, ce qui m'a énormément frappé, le livre est sorti quand même l'année dernière, je veux dire, l'histoire se passe en 73. Tous ces gens avaient gardé une puissance de souvenir absolument incroyable. Et d'autant plus, si vous voulez, que cette histoire n'a pas eu de débouché. Il n'y a jamais eu de justice, il n'y a jamais rien eu. Alors il y avait une espèce de... Dans la famille, ça a été incroyable, incroyable. C'est la première fois qu'ils ont commencé à en parler en famille. Je me suis aperçue, alors du coup, si vous voulez, comme ça, c'était très étonnant ce qui arrivait, on les a réunis, on a réuni tous les gens, par vidéo ou par en direct, et on les a fait raconter leurs souvenirs. Et on va faire un montage vidéo à partir de là. Et si vous voulez, ce qui était extraordinairement frappant, c'était dans la famille, un des deux frères qui s'était battu est mort. L'autre frère était là, il n'en a jamais parlé chez lui. Jamais. La sœur, la nièce qui était là, c'est la première fois qu'il l'entendait parler de ça. C'est inouï quand même. Il fallait quelque chose pour qu'ils se mettent à en parler entre eux. Bon. Et le souvenir est très... C'est une blessure qui n'est pas fermée du tout. Du tout. La sœur, c'était impressionnant. La sœur de la victime, elle avait 11 ans au moment de l'assassinat. Elle était plus jeune que la victime qui en avait 16. Il n'était pas bien vieux non plus. Les deux autres frères étaient plus âgés. Et la sœur, elle arrivait à peine à parler, tellement elle était émue, 50 ans après. Et du coup, la nièce disait à un moment, et ça m'a énormément frappée, elle m'a dit « Maintenant j'en suis fière ». Voilà. Elle pouvait être fière de ce qui s'était passé, et elle n'avait jamais vécu sur le mode de la fierté. Le refus d'accepter l'idée qu'il y a du racisme dans la police, et parfois à haute dose, ça c'est quelque chose qui n'est pas accepté. On n'a pas le droit de le dire. Si on le dit, on se ramasse. Il y a Darmanin qui est là, et puis qui explique tout de suite que ça, il va l'attaquer. C'est inacceptable. Il n'y a pas de police raciste chez nous. Et pourtant, il y en a. Et ce qui s'est passé en 73 le montre suffisamment. Quand on laisse dans la police s'infiltrer l'OAS, je veux dire qu'à supposer qu'il n'y a rien eu avant, quand on laisse la police infiltrée par l'OAS, il ne faut pas ensuite s'étonner qu'il y ait l'influence des racistes et des colonialistes au sein de la police. C'est le cas. La guerre d'Algérie, mais les autres guerres coloniales, pareil, ne sont toujours pas digérées. Elles influent et marquent de leur sceau la société. Ils le marquent. On trouve toujours les mêmes idées, etc. Moi, je me souviens quand il y a eu la grève en 73 par rapport à ces assassinats, pour l'essentiel, ceux qui étaient sortis en grève, c'était des travailleurs immigrés. Très peu, maghrébins essentiellement d'ailleurs. Très peu d'autres. Ce n'est pas pour jeter la pierre aux autres, mais c'est pour dire l'influence qui pèse sur les consciences. Et puis une partie de ceux qui n'étaient pas en grève avaient aussi été appelés à l'armée. Ils avaient fait la guerre. Ça marche aussi. Donc il y a une influence incontestable de ce qu'était l'empire colonial français, même quand il n'existe plus.
il y a une influence indéniable sur la société française. Certains pensent la laïcité, on se retrouve face à la même situation. La laïcité, c'est, malgré tout, il faut que ce soit dans nos normes à nous. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est dommage. Eh ben, la dernière circulaire, enfin pas circulaire, mais déclaration de notre ministre Blanquer, c'est si vous n'êtes pas content, vous vous en allez. Vous ne restez pas dans l'éducation nationale. C'est pire. C'est pire. On sent McCarthy là. Hein. Ouais. Donc si vous voulez, tout ça c'est lié, c'est pour ça que je trouve intéressant et important cette affaire de Marseille 73, c'est pas simplement sur la question de l'assassinat, mais c'est tout ce que ça révèle de la société française. La fracture qu'il y a entre les quartiers populaires, la Paillade, Petit Bar, etc., etc., cette fracture par rapport au restant de la ville, il faut la résorber. C'est le produit d'une situation coloniale, c'est ses conséquences. Mais il faut entamer le boulot, si on ne l'entend pas, il ne commencera jamais. Merci, on va en rester là pour ce soir. Merci, Merci à vous.